À présent, nous avons en ligne Monsieur Negui Victor, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Monsieur Victor, ravi de vous retrouver comme toujours, hein, même si c'est en ligne. Et on voudrait votre lecture de la situation actuelle concernant la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Oui. Cette guerre qui s'est théoriquement terminée n'est pas terminée parce que le mémorandum signé entre les États-Unis et l'Iran a été signé sous pression. Pourquoi sous pression? Normalement, ce mémorandum devrait être signé à Genève le vendredi. Or, M. Trump s'est précipité et l'a signé en France au moment de la réunion du forum du G7. Oui. Et les observateurs disent que cette signature a eu lieu car ses conseillers ont poussé pour qu'il signe le plus vite possible à cause de la situation économique qui se dégradait de plus en plus dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Donc, Monsieur Victor, excusez-moi de vous interrompre, mais à votre avis, pourquoi cette précipitation pour la signature de la part du président Trump? Pourquoi il n'a pas attendu un jour? Parce que je vous dis, madame, ses conseillers lui ont dit que la situation économique devenait de plus en plus mauvaise dans le monde entier et aux États-Unis même. Le prix de l'essence qui a augmenté, le Parti démocrate qui lançait ses obus contre M. Trump, même certains membres du parti au sein du parti, c'est pas présidentiel, mais du parti républicain, ont présenté une demande au Sénat pour ligaturer les mains de M. Trump dans cette guerre. Oui, donc, je comprends, Monsieur Victor, de toutes les manières, depuis le début de cette guerre, la situation économique dans le monde a été négativement affectée. Mais ma question, n'aurait pas pu-t-il attendre un jour? Est-ce qu'il y aurait eu des changements drastiques pour l'économie en l'espace d'un jour? Il faut poser la question à M. Trump. Je ne sais pas pourquoi il s'est précipité autant. Ou peut-être, selon quelques analystes, pour l'avoir réalisé au sein du G7. Vous savez, il n'était pas très heureux au sein du G7, parce qu'aucun du G7 ne l'a aidé ni participé avec lui à cette guerre. Donc, il n'y a pas de fleurs à faire à ce G7. Ceci étant, maintenant que les 14 points sont signés, on passe à la pratique. Et je vais vous dire un point, madame. Le plus important dans ces 14 points, c'est le détroit d'Ormuz et non pas le nucléaire iranien. Bien sûr. Pourquoi? Parce que le nucléaire iranien s'est rétrogradé vers la fin. On verra ça plus tard. Et le nucléaire affecte personne au monde. Mais c'est le détroit d'Ormuz qui est la carte nucléaire, qui est la carte nucléaire de l'Iran. Et les États-Unis essayent à tout prix de lever la main de l'Iran sur ce détroit, de lever l'autorité iranienne sur la direction de ce détroit. Et raison pour laquelle l'Iran insiste et tient à mort à faire fonctionner, d'après les lois, le détroit d'Ormuz. L'Iran a déterminé des lignes de passage, mais en même temps, le Oman a déterminé une autre ligne.
Mhm. et qui est appuyé par les États-Unis. Oui. Chose qui ne plaît pas tellement aux Iraniens. Mhm. Et l'Iran demande à tout navire qui passe par le détroit de prendre la permission et de rentrer en contact avec les responsables. Or, il y a des navires qui négligent ça et préfèrent prendre un autre itinéraire. Et là, l'Iran tire sur ces navires et on a vu 3 accidents. Oui, Monsieur Victor, expliquez juste nous cette partie, c'est-à-dire qu'il y a l'option d'avoir 2 passages, un contrôlé par Oman et l'autre contrôlé par l'Iran, c'est ça que vous dites? Absolument. Et Il y a- donc ils ont bloqué celui de l'Iran et maintenant les bateaux sont obligés de passer par la partie contrôlée par Oman, c'est ça? Ah non, rien n'est bloqué. Maintenant, le blocus américain a été levé. Mais il y a des navires, je dirais, appuyés par les États-Unis, qui préfèrent prendre l'itinéraire d'Oman au lieu de prendre le passage prévu et contrôlé par l'Iran. Pourquoi Et ils ça, préfèrent le prendre? À votre avis, ils préfèrent le prendre parce du point de parce vue que sécuritaire? non, ils évitent de prendre la permission, ils évitent d'attendre, ils évitent peut-être de payer des fils pour le passage. Donc, Donc ils pour des essaient- questions pratiques. Voilà, absolument. Mhm. Et c'est ça le vrai problème. Et c'est ça la vraie lutte. Et cette carte sera toujours un grand problème dans l'avenir. Mhm. Et Iran sait très bien que la moindre fermeture du détroit d'Ormuz fera voler les prix du carburant dans le monde entier et fera pression sur M. Trump. Oui, Monsieur mais Trump, une décision concernant la fermeture du détroit d'Ormuz, qui pourrait prendre cette décision? L'Iran, vous dites? oui, c'est sûr, l'Iran. Mhm. Il n'y a que l'Iran qui peut prendre cette décision Et actuellement. si l'Iran prend cette décision, la partie du détroit du côté d'Oman restera fonctionnelle? Non, fermé, c'est tout fermé. Ah, fermer, c'est fermer les 2 passages. Oui, fermé tout le passage. Parfait. Et ça, l'Iran joue avec cette carte pour faire pression sur M. Trump. M. Trump, il a déclaré hier que l'Iran le suppliait pour signer un accord. Et là, tout à l'heure, on vient de lire que M. Trump invite l'Iran à venir et se précipiter pour signer l'accord, sinon il prendrait d'autres moyens pour lui faire comprendre ce qu'ils doivent faire. Oui, On ne mais comprend rien. monsieur Nagui, Victor, il y a quelques jours, l'Iran et les États-Unis ont signé un accord qui est, entre guillemets, très insignifiant. Je veux dire, les frappes continuent depuis cet accord qui a été signé. Donc, quelle est la valeur vraiment concrète de cet accord? Les frappes continuent où? Les frappes continuent au Liban. Oui, C'est le premier item des 14 items qui est arrêter la guerre sur tous les fronts. oui, Or, la guerre, le front du Liban n'a pas été arrêté. oui, justement. Parce que Israël se dit pas concerné par cet accord. Israël n'a pas été invité pour négocier cet accord. Israël n'a pas signé sur cet accord. Et Israël, pour l'Iran, reste sous la tutelle des États-Unis. Donc il y a un grand schwindlick dans cette histoire et je pense que le prochain voyage de M. Netanyahou à la Maison-Blanche serait justement pour expliquer et demander la permission à M. Trump de s'accrocher sur le terrain tampon qu'Israël a grignoté au Liban. Oui, mais Monsieur Nagui Victor, ils ont signé un accord qui cite que
les conflits et les frappes doivent être arrêtés sur tous les fronts. Israël n'a pas arrêté les frappes au Liban. Et les États-Unis disent que, de toutes les manières, c'est Israël qui n'est pas partie concernée par ce mémorandum qui a été signé. Cette situation est vraiment très équivoque et susciterait peut-être un éclaircissement de la part des États-Unis. Mais elle a toujours l'argument en disant « je me défends ». Je dois défendre mes villages frontaliers. Et deuxième argument que Israël emploie, Israël voudrait que Hezbollah soit désarmé. Or, tant qu'il y a hostilité, tant qu'il y a occupation, il y a toujours une résistance, madame. Donc, comment laisser les armes alors qu'Israël occupe toujours Il y a une résistance de tous les partis. Oui. C'est très compliqué. À quoi la situation va tourner maintenant, selon vous? Tout d'abord, moi, je ne pense pas qu'il y aura une deuxième guerre. Je ne pense pas que M. Trump oserait refaire une guerre, parce que le monde entier en a marre par cette guerre. Cette guerre n'a fait que du mal au monde entier. Cette guerre n'a rien réparé. Cette guerre était au profit d'Israël. Et maintenant, une fois, dans quelques semaines, que les choses vont se calmer, il y aura des règlements de comptes, il y aura des comptes à rendre. Et je pense que M. Trump, il aura à rendre des comptes en face de son parti. Et pour les élections de mi-mandat, prochainement, je pense que c'est très risqué pour M. Trump. D'un côté, quant à Israël, les nouvelles élections présidentielles qui auront lieu récemment, oui. Je pense que M. Netanyahou va payer le prix. Pourquoi? Parce qu'il a promis à son peuple qu'en allant à cette guerre, il allait changer le régime iranien. Il allait faire tomber tout le régime. Or, depuis 3 jours, tout le monde, et vous aussi, madame, on voit à la télévision les manifestations pour enterrer le guide suprême. Et on voit combien le peuple descend dans la rue par des dizaines de millions pour manifester. Et là, c'est une preuve concrète de l'adhésion du peuple avec son gouvernement. Ça, c'est la solidarité du peuple iranien qui s'exprime par ces manifestations auprès de ses dirigeants. Donc dire qu'avec cette guerre, ils vont faire descendre et renvoyer le régime, ce n'est pas vrai. La preuve, on l'a devant nous depuis 3 jours. 1. 2. M. Netanyahou a promis à son peuple d'arrêter le programme et le protocole des missiles balistiques iraniennes. Or, jusqu'à présent, l'Iran possède des missiles assez forts, sophistiqués, et rien n'a été arrêté, et même les missiles balistiques n'ont pas fait partie des 14 points dans le mémorandum signé entre les États-Unis et l'Iran. 3. Ils ont dit qu'ils allaient couper les bras de l'Iran dans le Moyen-Orient et dans les pays autour. Or, ce n'est pas vrai. Hamas est toujours présent, Hezbollah est toujours présent,
et toutes les autres forces de résistance. Donc, il a promis beaucoup de choses à son peuple et à la sortie de cette guerre, rien n'a été réalisé, ni pour M. Netanyahu, ni pour M. Trump. Alors, je pense que les deux, comme on dit en français, ils ont les fesses entre deux chaises. Comment ils vont faire et comment ils vont expliquer cette guerre, pourquoi elle a été faite et comment elle s'est terminée, où est la récolte de cette guerre. Je pense, madame, qu'il y aura des comptes à rendre. Ça, tout ça d'un côté. De l'autre côté, après cette guerre, si l'on regarde les pays du Golfe, je pense que la tournée de monsieur Vance dans les monarchies du Golfe la semaine dernière avait pour but de calmer les régimes. Or, les observateurs... Or, ça n'a pas calmé le régime. Monsieur Nagui Victor, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Nous allons continuer, bien entendu, notre analyse de la situation en Iran, mais à présent, une petite pause et on se retrouve tout de suite après.